Le vent automnal de Paris fouettait les vitres de la Mercedes noire qui filait sur les Champs-Élysées. Alexandre Dubois, 42 ans, milliardaire français et PDG de l'Empire Dubois Industrie, regardait défiler les lumières de la ville qu'il avait quittée 3 mois plus tôt. Ses cheveux bruns légèrement grisonnants aux tempes témoignaient des années de stress et de responsabilité qui pesaient sur ses épaules larges. Vêtu d'un costume Armani impeccable, il incarnait parfaitement l'image du businessman français prospère, mais ses yeux bleus fatigués trahissaient une lassitude profonde. Il n'avait prévenu personne de son retour anticipé de Tokyo. Les négociations pour l'acquisition d'une entreprise technologique japonaise s'étaient conclues plus rapidement que prévu, et une envie soudaine de retrouver son fils Lucas l'avait poussé à prendre le premier vol pour Paris. Lucas, 8 ans, était sa seule source de bonheur authentique depuis la mort tragique de sa femme Isabelle dans un accident de voiture 2 ans auparavant. L'enfant vivait dans leur somptueuse demeure de Neuilly-sur-Seine avec Marie, la gouvernante que Alexandre avait engagée après le décès d'Isabelle. Marie Lefebvre, 28 ans, avait été recommandée par l'agence de personnel domestique la plus réputée de Paris. Diplômée en pédagogie, elle parlait couramment l'anglais et l'espagnol, possédait d'excellentes références et surtout avait cette capacité rare de créer un lien authentique avec les enfants. Alexandre se souvenait encore de leur première rencontre, une jeune femme aux cheveux châtains bouclés, aux yeux verts pétillants d'intelligence et de bienveillance, qui avait immédiatement conquis Lucas par sa douceur naturelle et son sourire sincère. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ce début? Alexandre va-t-il découvrir quelque chose d'inattendu en rentrant chez lui? La voiture s'engagea dans l'allée privée de la propriété Dubois, une magnifique demeure du 19e siècle entourée d'un parc de 2 hectares. Les grilles en fer forgé s'ouvrirent automatiquement et Alexandre sentit son cœur s'accélérer à l'idée de serrer son fils dans ses bras. Il était près de 22 heures. Lucas devait probablement dormir, mais peu importait. Il monterait dans sa chambre, l'embrasserait doucement sur le front comme il le faisait toujours et attendrait le matin pour lui annoncer la surprise de son retour. Le chauffeur déposa les bagages devant l'entrée principale avant de repartir discrètement. Alexandre ouvrit la lourde porte en chêne avec sa clé, désactiva l'alarme et pénétra dans le hall d'entrée au sol de marbre blanc veiné d'or. Le silence de la grande maison l'enveloppa, ponctué seulement par le tic-tac régulier de l'horloge comtoise qui trônait au pied de l'escalier monumental. Les lustres en cristal de baccarat diffusaient une lumière tamisée, créant des jeux d'ombre sur les murs ornés de tableaux de maîtres. Il monta silencieusement l'escalier, ses chaussures italiennes étouffant leurs pas sur l'épais tapis persan. Arrivé au premier étage, il se dirigea vers la chambre de Lucas, située dans l'aile est de la demeure. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une douce lumière. Alexandre sourit, imaginant déjà son fils endormi dans son lit à baldaquin, serrant contre lui son ours en peluche préféré, Monsieur Caramel. Mais ce qu'il découvrit en poussant délicatement la porte le figea sur place. Son sang se glaça dans ses veines et son cœur sembla s'arrêter de battre. Dans le lit de son fils, Marie était allongée, tenant Lucas contre elle dans ses bras. L'enfant dormait paisiblement, la tête posée sur l'épaule de la jeune femme, tandis qu'elle lui caressait doucement les cheveux en murmurant une berceuse. La scène était d'une tendresse infinie, mais pour Alexandre, elle représentait quelque chose de profondément troublant. Des pensées contradictoires se bousculaient dans son esprit. D'un côté, il voyait la sollicitude évidente de Marie envers son fils, la manière dont elle le berçait avec une douceur maternelle qui rappelait douloureusement les gestes d'Isabelle. De l'autre, une jalousie irrationnelle et une colère sourde montaient en lui. Comment osait-elle prendre la place de sa mère? Comment osait-elle s'immiscer dans cette intimité qui n'appartenait qu'à Isabelle et à Lucas? Alexandre recula d'un pas. Le parquet grinça. Sous son poids, Marie sursauta légèrement et tourna la tête vers la porte. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Les yeux verts de la jeune femme s'agrandirent de surprise, puis de peur en reconnaissant son employeur. Elle ne s'attendait manifestement pas à le voir rentrer si tôt, et encore moins à être découverte dans cette position compromettante. « Monsieur Dubois », chuchota-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle tenta de bouger pour se lever sans réveiller Lucas, mais l'enfant remua dans son sommeil et resserra instinctivement ses petits bras autour d'elle. Alexandre ne répondit pas immédiatement.
Il observait la scène avec un mélange d'émotions contradictoires qui le paralysaient. La colère, la confusion, la douleur, mais aussi, malgré lui, une certaine reconnaissance pour les soins évidents que Marie prodiguait à son fils. Lucas paraissait si paisible, si en sécurité dans ses bras. Cela faisait des mois qu'Alexandre n'avait pas vu son fils dormir avec un tel abandon, une telle sérénité. « Qu'est-ce que vous faites dans le lit de mon fils ?» demanda-t-il enfin, sa voix basse mais chargée d'une tension palpable. Marie déglutit difficilement. Ses joues s'empourprèrent et elle baissa les yeux avant de les relever vers lui avec une détermination nouvelle. « Lucas a fait un cauchemar, monsieur, un très mauvais cauchemar. Il était inconsolable et il m'a demandé de rester avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. » Alexandre fronça les sourcils. Lucas faisait-il souvent des cauchemars? Pourquoi n'était-il pas au courant? Un sentiment de culpabilité commença à se mêler à sa colère. Combien de nuits son fils avait-il pleuré en son absence? Combien de fois avait-il eu besoin de réconfort pendant que son père sillonnait le monde pour ses affaires? Quel genre de cauchemar, insista-t-il, s'approchant légèrement du lit. Marie hésita un instant, visiblement mal à l'aise. Il rêvait de sa maman. Il disait qu'elle l'appelait et qu'il ne pouvait pas la rejoindre, qu'elle était triste parce qu'il l'oubliait. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Ces paroles frappèrent Alexandre comme un coup de poing dans l'estomac. Son fils souffrait et il n'en avait rien su. Pire encore, c'était Marie, une étrangère, qui était là pour le consoler dans ses moments les plus difficiles. Une vague de honte déferla sur lui. Quel père était-il devenu? Comment avait-il pu être si aveugle aux besoins émotionnels de son enfant? Depuis combien de temps fait-il ces cauchemars? Demanda-t-il, sa voix s'adoucissant malgré lui. Depuis environ 1 mois, monsieur. Au début, ils étaient sporadiques, mais ils sont devenus plus fréquents ces dernières semaines. J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois pour vous en parler, mais vos assistants m'ont dit que vous étiez en réunions importantes et que cela pouvait attendre votre retour. Alexandre ferma les yeux, accablé. Ses assistants avaient bien reçu les messages de Marie, mais dans le tourbillon des négociations et des rendez-vous d'affaires, il avait remis à plus tard ces conversations qu'il jugeait moins urgentes que ses transactions commerciales. Comment avait-il pu hiérarchiser ainsi? Comment avait-il pu placer ses affaires avant le bien-être de son fils? Lucas remua dans son sommeil et murmura quelque chose d'indistinct. Marie resserra instinctivement son étreinte et recommença à lui caresser les cheveux avec une tendresse qui fit mal au cœur d'Alexandre. Cette femme, cette employée, connaissait mieux son fils que lui. Elle était là dans ses moments de détresse. Elle connaissait ses peurs, ses rêves, ses habitudes. Elle était devenue, sans qu'il s'en rende compte, une figure maternelle pour Lucas. « Que lui dites-vous quand il fait ses cauchemars ?» demanda Alexandre, s'asseyant précautionneusement sur le bord du lit. Marie le regarda avec surprise. Elle ne s'attendait pas à ce changement de ton, à cette soudaine douceur dans sa voix. « Je lui dis que sa maman l'aime très fort, même si elle n'est plus là, que les gens qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment, qu'ils restent dans notre cœur. Et puis, je lui parle de vous, de combien vous l'aimez, de comme vous travaillez dur pour lui offrir une belle vie. » Ces mots touchèrent Alexandre au plus profond de son être. Malgré ses longues absences, malgré ses négligences involontaires, Marie avait préservé son image aux yeux de son fils. Elle n'avait pas cherché à prendre sa place, mais plutôt à maintenir le lien entre le père et l'enfant, même à distance. Lucas bougea encore, et cette fois-ci, ses yeux papillonnèrent avant de s'ouvrir lentement. Il cligna plusieurs fois, désorbité par la présence de son père. Pendant quelques secondes, l'enfant crut rêver. Puis, réalisant que c'était bien réel, son visage s'illumina d'un bonheur pur. « Papa !» s'écria-t-il en se redressant brusquement, manquant de renverser Marie dans son élan. Il se jeta dans les bras de son père avec une force surprenante pour un enfant de son âge. Alexandre le serra contre lui, respirant l'odeur familière de ses cheveux blonds, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des mois perlèrent à ses yeux. « Mon bonhomme, papa est rentré plus tôt. Tu m'as manqué. Moi aussi tu m'as manqué. Beaucoup, beaucoup, » répondit Lucas en resserrant son étreinte. « Marie m'a dit que tu reviendrais bientôt, mais je ne pensais pas que ce serait cette nuit. C'est le plus beau cadeau de toute ma vie. » Alexandre regarda Marie par-dessus la tête de son fils. Elle s'était discrètement levée et se tenait debout près du lit, les mains jointes, observant les retrouvailles avec un sourire ému mais aussi une certaine anxiété. Elle ne savait pas comment interpréter la réaction de son employeur,
ni ce que cette découverte impliquait pour son avenir dans cette maison. « Lucas, dit doucement Alexandre, Marie m'a dit que tu avais fait des cauchemars. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé au téléphone ?» L'enfant baissa les yeux, soudain embarrassé. « Je ne voulais pas t'embêter. Marie m'a dit que tu travaillais très fort et que c'était important. Et puis, elle s'occupe bien de moi quand j'ai peur. » Alexandre sentit son cœur se serrer davantage. Son fils de 8 ans avait préféré souffrir en silence plutôt que de l'embêter avec ses problèmes. Quel message avait-il envoyé à son enfant? Quelle image d'un père inaccessible avait-il construite malgré lui? « Mon chéri, écoute-moi bien, » dit-il en prenant le visage de Lucas entre ses mains. « Tu ne m'embêtes jamais, jamais. Tu es la chose la plus importante au monde pour moi. Plus importante que n'importe quel travail, n'importe quelle réunion. Si tu as peur, si tu es triste, si tu as besoin de papa, tu m'appelles, d'accord? Même si je suis au bout du monde. » Lucas hocha vigoureusement la tête, ses yeux bleus brillant de joie. « D'accord, papa. Et maintenant, tu restes combien de temps? »« Longtemps, mon bonhomme. Très longtemps. » Alexandre regarda de nouveau Marie. « Nous devons parler, vous et moi, demain matin. » Marie acquiesça silencieusement. Elle comprenait que cette conversation déterminerait son avenir dans cette famille. Avait-elle dépassé les limites de son rôle? Alexandre allait-il considérer qu'elle s'était trop rapprochée de Lucas? Ces questions la torturaient, mais elle n'avait aucun regret. Cet enfant avait besoin de tendresse et de réconfort, et elle avait fait ce qu'elle estimait être le mieux pour lui. « Bon, maintenant il faut que tu dormes, mon grand, » dit Alexandre en bordant Lucas dans son lit. « Demain nous rattraperons le temps perdu. Nous ferons tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux, même aller au parc et donner à manger aux canards, même ça. Et au cinéma voir le nouveau film de super-héros? Bien sûr. Et manger des crêpes chez Mamie Suzanne? » Alexandre sourit. Mamie Suzanne était une vieille dame qui tenait une petite crêperie près du parc de Bagatelle. Lucas adorait ses crêpes au chocolat et à la chantilly. « Promis, nous irons chez Mamie Suzanne. » L'enfant se blottit dans ses draps avec un sourire béat. En quelques minutes, bercé par la présence rassurante de son père, il sombra dans un sommeil paisible. Alexandre resta un moment à le regarder dormir, émerveillé par la sérénité qui s'était installée sur le visage de son fils. Plus de traces d'angoisse, plus de tension, juste la paix d'un enfant qui se savait aimé et protégé. Marie s'était éclipsée discrètement pendant qu'Alexandre bordait Lucas. Il la retrouva dans le couloir. Elle l'attendait près de la fenêtre qui donnait sur le parc plongé dans l'obscurité. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux de dentelle, créant un clair-obscur poétique sur son visage, aux traits délicats. « Monsieur Dubois, » commença-t-elle d'une voix mal assurée, « je vous dois des explications sur ce que vous avez vu ce soir. » Alexandre l'interrompit d'un geste de la main. « Non, Marie, c'est moi qui vous dois des excuses et des explications. » Il passa une main fatiguée dans ses cheveux. « J'ai été un père absent, trop absent, et vous avez comblé mes manquements. » Marie le regarda avec surprise. Elle ne s'attendait pas à cet aveu, à cette humilité de la part d'un homme habitué à commander et à être obéi. « Monsieur, je n'ai fait que mon travail. Lucas est un enfant merveilleux, mais il souffre de votre absence. Il a besoin de vous. Je le sais maintenant, mais je ne sais pas comment rattraper le temps perdu. Comment regagner sa confiance? Comment redevenir le père qu'il mérite ?» Alexandre se tourna vers la fenêtre, regardant la lune qui éclairait doucement le parc. « Depuis la mort d'Isabelle, je me suis noyé dans le travail. Je pensais que c'était la meilleure façon de lui offrir un avenir sûr, de lui construire un patrimoine solide, mais j'ai oublié l'essentiel, être présent. » Marie s'approcha légèrement, hésitant sur la distance à maintenir avec son employeur. « Il n'est jamais trop tard, monsieur. Lucas vous adore. Il parle de vous sans arrêt, il est fier de vous. Il a juste besoin de sentir qu'il compte plus que vos affaires. » Ces mots simples mais justes touchèrent Alexandre au cœur. Il réalisa soudain à quel point cette jeune femme connaissait son fils, à quel point elle avait su cerner ses besoins et ses manques. Elle n'était pas seulement une employée compétente, elle était devenue une confidente pour Lucas, une présence maternelle qui l'aidait à grandir malgré l'absence de sa mère biologique. « Parlez-moi de lui, » dit-il soudain, « de ses journées, de ses goûts, de ses habitudes. Je réalise que je ne connais plus mon propre fils. » Marie sourit doucement, émue par cette demande. Elle voyait la sincérité dans les yeux d'Alexandre, son désir authentique de renouer avec Lucas. Pendant l'heure qui suivit, debout dans ce couloir baigné de lune, elle lui raconta le quotidien de son fils, ses matières préférées à l'école, les mathématiques et l'histoire,
ses difficultés avec l'orthographe, son amour pour les livres d'aventure et les documentaires sur les animaux. Elle lui parla de ses amis, de ses jeux préférés, de ses petites manies et de ses grandes peurs. Alexandre écoutait avec une attention passionnée, découvrant un Lucas qu'il ne connaissait plus. L'enfant avait grandi, évolué, développé sa personnalité pendant ses absences répétées. Il ressentait une profonde tristesse à l'idée d'avoir raté tant de moments importants, mais aussi une détermination nouvelle. Plus jamais, il ne laisserait le travail passer avant son fils. « Il me pose souvent des questions sur sa maman », ajouta Marie avec délicatesse. « Il a peur de l'oublier. Parfois, il me demande de lui raconter des histoires sur elle, mais je ne les ai pas connues. Je fais de mon mieux, mais vous faites parfaitement bien, » l'interrompit Alexandre. « Mieux que moi, manifestement. Demain, je lui montrerai des photos, des vidéos. Nous parlerons d'Isabelle ensemble. Il a le droit de connaître sa mère, de garder sa mémoire vivante. » Marie hocha la tête, soulagée. Elle craignait que le sujet de la défunte épouse ne soit tabou dans cette maison. Mais Alexandre semblait prêt à affronter ses propres démons pour le bien-être de son fils. « Monsieur Dubois, » dit-elle après un moment de silence, « puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Pourquoi travaillez-vous autant ? Je veux dire, vous avez déjà plus de richesses que vous ne pourrez jamais en dépenser. Votre entreprise tourne parfaitement sans votre présence constante. Alors pourquoi vous imposer ce rythme effréné ? Alexandre resta silencieux pendant de longues minutes. C'était une question qu'il ne s'était jamais vraiment posée, ou plutôt qu'il avait évitée soigneusement. Parce que quand je m'arrête, je pense, et quand je pense, je souffre. Le travail est ma drogue, ma façon d'échapper à la douleur de la perte d'Isabelle. Mais en fuyant ma propre souffrance, j'ai abandonné celle de mon fils. Cette confession surprit Marie par sa sincérité. Elle découvrait un homme vulnérable derrière le masque du businessman impitoyable. Un homme qui souffrait autant que son fils, mais qui avait choisi de fuir sa douleur plutôt que de la vivre et de la partager. « La douleur fait partie de l'amour, monsieur, » dit-elle doucement. « On ne peut pas aimer profondément sans risquer de souffrir. Mais partager cette souffrance avec Lucas, c'est aussi partager l'amour que vous portiez tous les deux à sa maman. C'est un cadeau que vous pouvez lui faire. » Alexandre la regarda avec une admiration nouvelle. Cette jeune femme de 28 ans possédait une sagesse et une maturité qui le touchaient profondément. Comment une simple gouvernante pouvait-elle avoir une telle compréhension de la nature humaine? « D'où vous vient cette sagesse, Marie ?» demanda-t-il avec curiosité. Marie sourit tristement. « J'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. Ma mère était tellement submergée par sa douleur qu'elle s'est fermée émotionnellement. J'ai grandi avec un fantôme à la place d'une mère, quelqu'un qui était physiquement présent mais émotionnellement absent. Je ne veux pas que Lucas vive la même chose. » Ces mots frappèrent Alexandre comme une révélation. Il était en train de reproduire avec son fils le même schéma que la mère de Marie avait vécu. La fuite émotionnelle, l'incapacité à partager la douleur, l'abandon affectif déguisé en protection. Lucas risquait de grandir avec un père fantôme, tout comme Marie avait grandi avec une mère fantôme. « Comment votre mère a-t-elle finalement surmonté cette période ?» demanda-t-il, espérant trouver dans cette histoire un chemin vers la guérison. « Elle ne l'a jamais vraiment surmontée, » répondit Marie avec une pointe de tristesse. « Elle a passé le reste de sa vie à survivre plutôt qu'à vivre. C'est pour cela que j'ai étudié la pédagogie et la psychologie de l'enfant. Je voulais comprendre comment aider les enfants à traverser les épreuves sans perdre leur capacité à être heureux. » Alexandre prit conscience que le destin avait mis sur le chemin de Lucas exactement la personne dont il avait besoin. Une femme qui comprenait la souffrance de l'abandon affectif, qui savait reconnaître les signes de détresse chez un enfant et qui possédait les outils pour l'aider à guérir. « Marie, » dit-il en se tournant entièrement vers elle, « je vous fais une proposition. Je vais réorganiser complètement ma vie professionnelle pour être plus présent pour Lucas, mais j'aurai besoin de votre aide, non plus seulement comme gouvernante, mais comme conseillère. Quelqu'un qui m'aide à redevenir le père que Lucas mérite. » Marie le regarda avec surprise. « Monsieur, je ne sais pas si je suis qualifié pour... »« Vous êtes la plus qualifiée de toutes, » l'interrompit-il. « Vous connaissez Lucas mieux que moi. Vous comprenez ses besoins, ses peurs, ses joies. Vous avez su créer avec lui un lien que j'ai perdu. Aidez-moi à le retrouver. » Marie hésita un moment. Cette proposition dépassait largement le cadre de ses fonctions habituelles. Mais elle pensait à Lucas, à cet enfant merveilleux qui avait tant besoin de son père. Si elle pouvait contribuer à réunir cette famille brisée, elle était prête à relever le défi. « D'accord, »
monsieur Dubois, mais à une condition. Laquelle? Que vous me promettiez de ne jamais abandonner. Les changements seront difficiles, il y aura des hauts et des bas. Lucas aura besoin de temps pour vous refaire confiance. Vous devrez faire preuve de patience et de persévérance. Je vous le promets, dit Alexandre avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ma plus grande réussite ne sera pas une transaction commerciale ou une acquisition d'entreprise. Ce sera de redevenir le père dont Lucas a besoin. Dans le silence de la nuit, cette promesse résonna comme un serment solennel. Alexandre Dubois, l'homme d'affaires impitoyable, venait de prendre l'engagement le plus important de sa vie, reconquérir l'amour et la confiance de son fils. Marie sourit émue par la sincérité qu'elle percevait dans sa voix. Alors nous commençons demain. Et monsieur, merci de m'avoir fait confiance. Non, Marie, c'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour Lucas, pour avoir été là quand je n'y étais pas, pour avoir gardé son cœur ouvert malgré mes absences. Ils se séparèrent sur ces mots, chacun regagnant sa chambre avec l'espoir d'un nouveau départ. Alexandre s'endormit en pensant au sourire radieux de Lucas quand il l'avait reconnu. Marie s'endormit en priant pour que cette famille retrouve enfin son équilibre. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec une énergie nouvelle. Pour la première fois depuis des mois, il n'ouvrit pas immédiatement son téléphone pour consulter ses emails. Au lieu de cela, il se doucha, s'habilla simplement d'un jean et d'un pull en cachemire et descendit à la cuisine où les rires de Lucas résonnaient déjà. Il trouva son fils attablé devant un petit déjeuner copieux que Marie avait préparé. Croissants chauds, confiture de fraises maison, chocolat chaud et fruits frais. Lucas portait son pyjama Spider-Man et avait les cheveux ébouriffés du sommeil. Il rayonnait de bonheur. « Papa, tu es vraiment là !» s'écria-t-il en sautant de sa chaise pour se jeter dans les bras de son père. « Oui, mon bonhomme, papa est vraiment là, et il va rester longtemps cette fois. » Marie les observait depuis le plan de travail où elle préparait le café d'Alexandre. Elle souriait en voyant la joie pure de Lucas, mais aussi la tendresse nouvelle qu'elle lisait dans les yeux du père. Quelque chose avait changé cette nuit. Une barrière était tombée, une communication s'était établie. « Marie m'a dit qu'on allait donner à manger aux canards aujourd'hui », demanda Lucas, les yeux pétillants d'excitation. « Absolument. Et puis nous irons au cinéma, et nous finirons par les crêpes de mamie Suzanne. Mais avant tout ça, j'aimerais te montrer quelque chose. » Alexandre prit la main de son fils et l'emmena dans son bureau, une pièce élégante aux murs tapissés de livres et dominée par un imposant bureau en acajou. Sur une étagère, dans un cadre en argent, trônait une photo d'Isabelle tenant Lucas bébé dans ses bras. Alexandre prit la photo et s'assit avec son fils sur le canapé en cuir. « Tu sais, mon grand, Marie m'a dit que tu te posais des questions sur maman, que tu avais peur de l'oublier. » Lucas hocha la tête, soudain sérieux. « Parfois, j'ai du mal à me rappeler sa voix, et ça me fait peur. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. « Tu veux que papa te raconte des histoires sur maman? De vrais souvenirs ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « Oh oui, s'il te plaît. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Alexandre raconta à son fils des anecdotes sur Isabelle. Sa façon de chanter faux sous la douche, ses fous rires incontrôlables devant les films comiques, sa manie de faire des grimaces pour faire sourire Lucas quand il était bébé. Il lui parla de leur histoire d'amour, de comment ils s'étaient rencontrés, de la joie immense d'Isabelle quand elle avait appris qu'elle était enceinte. Lucas buvait ses paroles, découvrant une mère qu'il n'avait pas eu le temps de vraiment connaître. Alexandre sortit des albums photos qu'il n'avait plus ouverts depuis la mort de sa femme. Ensemble, ils regardèrent les images de leur vie de famille d'avant, quand le bonheur semblait acquis pour toujours. « Papa, » dit soudain Lucas, « pourquoi tu ne me racontais jamais ces histoires avant ?» Alexandre prit une profonde inspiration. Comment expliquer à un enfant de 8 ans la complexité de la douleur adulte? Parce que papa avait très mal au cœur, mon chéri. Quand on aime quelqu'un très fort et qu'il nous quitte, ça fait très mal. Parfois, on a tellement mal qu'on préfère ne plus y penser du tout, mais ce n'est pas une bonne solution, parce que ça nous empêche aussi de garder les beaux souvenirs. Lucas réfléchit un moment, son petit visage concentré. « Moi aussi, j'ai mal au cœur parfois, papa. Mais Marie m'a dit que c'était normal d'avoir mal quand on aime quelqu'un qui est parti au ciel. » Alexandre regarda son fils avec admiration. À 8 ans, cet enfant avait déjà une compréhension de la douleur que lui-même avait mis des années à accepter. « Marie a raison, mon bonhomme. Et tu sais quoi? Maintenant, nous allons garder maman vivante dans nos cœurs en parlant d'elle ensemble. Plus jamais papa ne fuira les souvenirs.
Et tu me raconteras encore des histoires sur elle? Autant que tu voudras. Et je te montrerai ses affaires, ses bijoux, ses robes. Tu pourras même sentir son parfum si tu veux. Les yeux de Lucas se remplirent de larmes de joie. C'est le plus beau cadeau du monde, papa. Alexandre serra son fils contre lui, réalisant combien ce simple geste, parler de sa mère disparue, était important pour l'équilibre psychologique de l'enfant. Marie avait raison. Il fallait affronter la douleur pour accéder à la guérison. Vers midi, ils partirent tous les trois pour leur journée spéciale. Marie avait insisté pour les accompagner, prétextant que Lucas serait rassuré par sa présence familière lors de cette première vraie sortie avec son père depuis des mois. En réalité, Alexandre appréciait sa présence. Elle servait de pont entre Lucas et lui, facilitant leurs échanges et rappelant discrètement les goûts et habitudes de l'enfant. Au parc de Bagatelle, ils s'installèrent près de l'étang au canard. Lucas avait apporté un sac de pain rassis et riait aux éclats en voyant les palmipèdes se disputer les miettes. Alexandre découvrait le plaisir simple d'observer son fils s'amuser, sans téléphone qui sonne, sans urgence professionnelle qui l'appelle. Marie les photographiait discrètement avec son téléphone, immortalisant ces moments précieux. « Papa, regarde! Le gros canard, là-bas, il mange tout, il ne laisse rien aux autres !» s'exclama Lucas en pointant un colvert particulièrement gourmand. « C'est comme certains hommes d'affaires, » répondit Alexandre en souriant. « Ils veulent tout pour eux, et oubliant de partager. » Marie le regarda avec surprise. Cette remarque révélait une prise de conscience chez Alexandre, une remise en question de ses propres comportements dans le monde des affaires. « Et c'est pas bien ?» demanda Lucas innocemment. « Non, mon grand, ce n'est pas bien. Dans la vie, il faut savoir partager. Le temps, l'amour, les richesses. Sinon, on finit tout seul, même si on a beaucoup de choses. » Cette conversation apparemment anodine marqua un tournant dans l'esprit d'Alexandre. Il commençait à remettre en question non seulement ses priorités familiales, mais aussi sa philosophie générale de l'existence. La course effrénée à la réussite financière avait-elle un sens si elle se faisait au détriment des relations humaines? Au cinéma, ils regardèrent le dernier film de super-héros que Lucas attendait avec impatience. Alexandre redécouvrait le plaisir de voir un film à travers les yeux d'un enfant, de partager ses émotions pures et spontanées. Quand le héros sauvait la situation, Lucas applaudissait dans la salle obscure, faisant sourire les autres spectateurs. « Papa, toi aussi tu es un super-héros », chuchota Lucas pendant le film. « Ah bon? Et quel est mon super-pouvoir » demanda Alexandre, amusé. « Tu sais faire de l'argent, et avec ton argent tu peux aider les gens. » Cette réflexion naïve de son fils frappa Alexandre. Lucas voyait en lui un héros capable d'aider les autres grâce à sa richesse. Mais qu'avait-il fait concrètement pour aider qui que ce soit récemment? Sa fortune servait-elle vraiment à quelque chose d'utile, ou n'était-elle qu'un score dans un jeu égoïste? Chez Mamie Suzanne, la vieille dame reconnut immédiatement Alexandre malgré ses années d'absence. « Monsieur Dubois, quel plaisir de vous revoir. Et avec votre petit Lucas, il a tellement grandi. » Mamie Suzanne était une ancienne institutrice de 75 ans qui avait ouvert sa crêperie après sa retraite. Elle connaissait tous les enfants du quartier et les traitait comme ses propres petits-enfants. Lucas l'adorait et l'appelait Mamie, comme tous les autres enfants. « Mamie Suzanne, voici Marie. C'est elle qui s'occupe de moi quand papa voyage, » dit Lucas en présentant fièrement sa gouvernante. La vieille dame serra chaleureusement la main de Marie. « Ah, vous êtes Marie. Lucas me parle tout le temps de vous. Il dit que vous faites les meilleurs gâteaux au chocolat du monde entier. » Marie rougit légèrement. Lucas exagère un peu, mais j'aime beaucoup cuisiner pour lui. « Et moi, j'aime beaucoup manger ce qu'elle cuisine, » ajouta Lucas, déclenchant les rires de toute la tablée. Pendant qu'ils dégustèrent leurs crêpes, Mamie Suzanne raconta à Alexandre combien Lucas lui avait parlé de lui lors de ses visites avec Marie. « Cet enfant vous admire énormément, monsieur Dubois. Il compte les jours jusqu'à votre retour à chaque voyage. Mais je dois dire que mademoiselle Marie fait un travail remarquable. Elle a su préserver l'équilibre de ce petit bonhomme malgré vos absences. » Ces mots confirmèrent à Alexandre l'importance cruciale de Marie dans la vie de son fils. Sans elle, Lucas aurait-il conservé cette joie de vivre, cette capacité à aimer et à faire confiance? Elle avait été bien plus qu'une simple employée. Elle avait été un phare dans la tempête émotionnelle de l'enfant. De retour à la maison en fin d'après-midi, Lucas était fatigué mais radieux. Cette journée avait été exactement ce dont il rêvait. Avoir son papa rien que pour lui. Sans téléphone, sans interruption, sans urgence professionnelle. Il s'endormit dans la voiture, la tête posée sur l'épaule d'Alexandre.
Il n'a pas été aussi heureux depuis des mois, murmura Marie en observant l'enfant endormi. Moi non plus, avoua Alexandre. Je ne me souvenais plus de ce que c'était que d'être simplement heureux, sans stress, sans pression, sans objectif à atteindre. Juste heureux d'être avec mon fils. C'est un bon début, monsieur Dubois, mais il faudra de la constance. Lucas a besoin de savoir que ce n'était pas juste une journée exceptionnelle, mais le début d'une nouvelle relation avec vous. Alexandre hocha la tête. J'ai pris ma décision, Marie. Demain, je convoque mon conseil d'administration. Je vais déléguer la majeure partie de mes responsabilités et restructurer complètement mon emploi du temps. Lucas passera en priorité absolue. Et vos affaires, votre empire industriel, il survivra très bien sans ma présence constante. J'ai d'excellents directeurs, des équipes compétentes. Il est temps que je leur fasse confiance et que je me concentre sur ce qui compte vraiment. Cette nuit-là, Alexandre coucha lui-même Lucas, lui lut une histoire et resta près de son lit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Aucun cauchemar ne vint troubler le sommeil de l'enfant. Pour la première fois depuis des mois, il dormit d'un sommeil profond et réparateur. Le lendemain matin, Alexandre convoqua effectivement son conseil d'administration. Dans la salle de réunion aux baies vitrées surplombant Paris, il annonça sa décision à ses collaborateurs ébahis. « Messieurs, mesdames, j'ai pris la décision de réduire drastiquement mon implication opérationnelle dans l'entreprise. Je reste président du conseil et actionnaire majoritaire, mais je délègue la direction générale à Monsieur Fontaine. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Jean Fontaine, son bras droit depuis 15 ans, le regardait avec incrédulité. « Alexandre, puis-je vous demander les raisons de cette décision? Votre père a bâti cette entreprise, vous l'avez développée au-delà de toutes les espérances. Pourquoi tout quitter maintenant? » « Je ne quitte rien, Jean. Je réorganise mes priorités. Mon fils a besoin de son père, et moi, j'ai besoin de redécouvrir ce que signifie vraiment vivre, pas seulement survivre et accumuler. » Il expliqua à son équipe sa nouvelle vision. Une entreprise plus humaine, avec des objectifs de responsabilité sociale, une politique de congés parentaux renforcée et un investissement dans des projets caritatifs. L'argent ne devait plus être une fin en soi, mais un moyen d'améliorer la société. « Vous voulez transformer Dubois Industries en entreprise philanthropique ?» demanda le directeur financier, visiblement inquiet. « Je veux en faire une entreprise qui a du sens. Nous gagnerons peut-être moins d'argent, mais nous gagnerons en humanité. Et nos enfants pourront être fiers de nous. » Cette révolution dans la philosophie d'entreprise ne se fit pas sans résistance. Certains actionnaires menacèrent de vendre leurs parts, craignant une baisse de rentabilité. Mais Alexandre tint bon, soutenu par Marie qui l'encourageait dans sa démarche. « Vous faites le bon choix, » lui dit-elle un soir où il doutait de ses décisions. « Lucas sera fier de ce que vous devenez, et vous pourrez vous regarder dans la glace sans honte. » Les mois qui suivirent furent une période d'adaptation pour toute la famille. Alexandre apprenait à être un père présent. Il emmenait Lucas à l'école le matin, l'aidait avec ses devoirs le soir, assistait à ses matchs de football du mercredi. Il découvrait les joies simples de la paternité active. Marie l'accompagnait dans cette transition, lui prodiguant conseils et encouragements. Elle lui apprenait les codes de l'école, les noms des amis de Lucas, ses matières préférées et ses difficultés. Petit à petit, Alexandre retrouvait sa place de père. Un soir de décembre, alors qu'ils décoraient le sapin de Noël tous les trois, Lucas fit une remarque qui toucha profondément Alexandre. « Papa, tu sais quoi? Avant, quand tu n'étais pas là, je demandais au Père Noël de te ramener à la maison. Cette année, je vais lui demander autre chose. »« Ah bon? Quoi donc, mon bonhomme? » ?»« Je vais lui demander que tu restes toujours comme tu es maintenant, que tu ne repartes plus tout le temps. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. « Tu n'auras pas besoin de le demander au Père Noël, mon grand. Papa te le promet. Je ne repartirai plus comme avant. »« C'est vrai? Promis juré? » »« Promis juré. » Lucas se jeta dans ses bras avec une joie pure. Marie, qui assistait à la scène depuis le canapé, essuya discrètement une larme d'émotion. Cette famille qu'elle avait vue se déliter petit à petit était en train de se reconstruire sous ses yeux. Mais les vrais défis commencèrent quand Alexandre dut faire face à ses premiers vrais conflits avec Lucas. L'enfant, habitué à avoir Marie comme seule figure d'autorité, testait les limites avec son père. Un soir, refusant de faire ses devoirs, Lucas entra dans une colère spectaculaire. « Je ne veux pas. Et puis d'abord, tu n'étais jamais là avant, alors tu n'as pas le droit de me commander maintenant, » cria-t-il, avant de claquer la porte de sa chambre. Alexandre resta figé, blessé par ces mots. Marie le retrouva dans le salon, l'air défait. « Il a raison, » murmura-t-il. «
Je n'ai pas le droit de débarquer et de jouer au père autoritaire après des mois d'absence. Détrompez-vous, répondit fermement Marie. Lucas teste votre engagement. Il a peur que vous repartiez, alors il préfère vous repousser le premier. C'est un mécanisme de défense classique chez les enfants qui ont été abandonnés. Abandonné? Je ne l'ai jamais abandonné. Émotionnellement, si. Et il le sait. Maintenant, il faut lui prouver que votre amour est inconditionnel, que même en colère, même en vous rejetant, vous restez. Alexandre monta frapper à la porte de Lucas. « Mon bonhomme, je peux entrer ?»« Non, va-t'en. D'accord, je reste devant ta porte alors, jusqu'à ce que tu sois prêt à me parler. » Alexandre s'assit par terre dans le couloir et attendit. Au bout d'une demi-heure, la porte s'entr'ouvrit légèrement. « Papa, tu es encore là ? Je suis là, mon grand, et je resterai là aussi longtemps qu'il faudra. » Lucas sortit de sa chambre, les yeux rougis par les larmes. « Tu ne vas pas partir même si je suis méchant ? Jamais, Lucas. Même si tu es en colère, même si tu me cries dessus, même si tu me dis des choses qui me font mal. Papa reste, toujours. » L'enfant se jeta dans ses bras en sanglotant. « J'ai peur que tu repartes. J'ai peur que tu m'oublies encore. Mon bonhomme, regarde-moi dans les yeux. Papa ne t'oubliera plus jamais. Tu es ce qu'il y a de plus important au monde pour moi. Plus important que tout l'argent, toutes les entreprises, tous les voyages. » Cette crise marqua un tournant dans leur relation. Lucas comprit que son père était vraiment là pour rester, et Alexandre apprit l'importance de la patience et de la constance dans l'éducation. Les mois passèrent, et la transformation d'Alexandre s'accentuait. Il était devenu un père attentif, présent, à l'écoute. Mais plus surprenant encore, il était devenu un homme différent, plus serein, plus empathique, moins obsédé par la performance et la réussite matérielle. Marie observait cette métamorphose avec admiration. L'homme froid et distant qu'elle avait connu lors de son embauche avait laissé place à quelqu'un de chaleureux et accessible. Elle se surprenait parfois à le regarder avec des sentiments qu'elle n'osait pas nommer. Un soir de printemps, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, pendant que Lucas jouait au football avec ses amis, Alexandre fit une confidence à Marie. « Vous savez, Marie, je réalise que j'ai passé des années à construire une prison dorée. J'avais tout pour être heureux, la richesse, la réussite, un fils merveilleux, mais j'étais profondément malheureux. Il a fallu que je manque de perdre Lucas pour comprendre ce qui comptait vraiment. Et maintenant, êtes-vous heureux ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre réfléchit un moment, regardant son fils courir dans le jardin, les joues rouges d'effort et de joie. « Oui, pour la première fois depuis la mort d'Isabelle, je peux dire que je suis heureux, vraiment heureux. Lucas aussi a changé. Il est plus confiant, plus épanoui. Il ne fait plus de cauchemars. Grâce à vous, Marie. Sans vous, je n'aurais jamais trouvé le chemin de retour vers mon fils. » Marie baissa les yeux, émue par ces mots. « Nous l'avons fait ensemble, monsieur Dubois. Vous avez eu le courage de changer, ce n'était pas facile. »« Alexandre, » dit-il soudain. « Pardon ? Appelez-moi Alexandre. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, les formalités me semblent déplacées. » Marie sourit. « D'accord, Alexandre. » Il y eut un moment de silence complice entre eux. Alexandre réalisait que Marie était devenue bien plus qu'une employée. Elle était devenue une amie, une confidente, quelqu'un en qui il avait une confiance absolue. Et peut-être même, non, il ne devait pas penser à cela. Pas encore. L'été arriva, et avec lui les grandes vacances. Pour la première fois depuis des années, Alexandre décida de prendre 6 semaines complètes de congé. Ils partirent tous les 3 en Provence, dans une maison que possédait la famille Dubois près d'Aix-en-Provence. Ces vacances furent magiques. Ils visitèrent les villages perchés du Luberon, se baignèrent dans les calanques de Cassis, firent des randonnées dans les Alpilles. Lucas découvrait la France avec émerveillement, et Alexandre redécouvrait son pays natal à travers les yeux de son fils. Marie était officiellement là en tant que gouvernante, mais la réalité était tout autre. Elle était devenue un membre de la famille à part entière. Alexandre et elle partageaient les responsabilités parentales naturellement, sans conflit ni jalousie. Ils formaient une équipe parfaite pour s'occuper de Lucas. Un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de la maison provençale, Lucas fit une remarque innocente qui bouleversa les 2 adultes. « Vous savez quoi? On dirait une vraie famille, tous les 3. Marie, tu pourrais être ma nouvelle maman. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie rougit violemment et Alexandre se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Comment répondre à une question aussi directe d'un enfant de 8 ans? « Lucas, mon chéri, » commença doucement Marie, « tu as déjà une maman. Elle est au ciel,
Mais elle t'aime très fort. Je sais. Mais elle ne peut pas me faire de câlin. Toi, tu peux. Et papa aussi, il t'aime bien, je le vois. Alexandre manqua de s'étouffer avec sa gorgée de vin. Comment Lucas pouvait-il être si perspicace? Avait-il remarqué les regards qu'Alexandre posait parfois sur Marie, les attentions particulières qu'il lui portait? « Mon bonhomme, dit Alexandre en reprenant contenance, Marie est quelqu'un de très important pour nous. Mais les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Pourquoi c'est compliqué? Vous vous aimez bien, moi je vous aime tous les deux, on est heureux ensemble. Qu'est-ce qui est compliqué? La logique imparable de l'enfance. Lucas ne voyait que l'essentiel, l'amour, le bonheur, l'harmonie. Il ne comprenait pas les barrières sociales, les conventions, les peurs des adultes. Nous en reparlerons plus tard, d'accord? Dit finalement Alexandre, cherchant à clore le sujet. Mais la question était posée. Lucas était monté se coucher, mais les mots de l'enfant résonnaient encore entre Marie et Alexandre. Ils restèrent sur la terrasse, silencieux, chacun perdu dans ses pensées. « Je suis désolé, dit finalement Marie. Je n'aurais jamais dû laisser les choses aller si loin. Lucas s'attache trop à moi. »« Non, répondit fermement Alexandre. Ne vous excusez pas. Lucas a raison sur une chose. Nous formons une bonne équipe. Et il a raison aussi sur autre chose. » Marie leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Laquelle ?» Alexandre la regarda intensément. « Vous m'êtes devenue très chère, Marie. Plus que je ne l'aurais imaginé possible. » Ces mots flottèrent dans l'air tiède de la nuit provençale. Marie sentait son cœur s'emballer, mais elle essayait de garder la tête froide. « Alexandre, nous devons être prudents. Il y a Lucas à considérer. Et puis, je ne suis qu'une employée. Vous n'êtes pas qu'une employée depuis longtemps. Vous êtes celle qui nous a sauvés, Lucas et moi. Vous êtes celle qui m'a aidé à redevenir humain. » Marie se leva, troublée. « J'ai besoin de réfléchir. Cette situation me dépasse. » Elle rentra dans la maison, laissant Alexandre seul avec ses pensées. Lui aussi était troublé. Depuis des mois, il sentait grandir en lui des sentiments pour Marie qu'il n'osait pas avouer. Elle était belle, intelligente, bienveillante. Elle aimait Lucas comme son propre fils, et Lucas l'adorait. Mais était-ce suffisant pour envisager une relation? Ne risquait-il pas de tout gâcher? Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne trouvèrent le sommeil. Ils étaient arrivés à un carrefour de leur relation, et aucun ne savait quelle direction prendre. Le lendemain matin, Marie était distante, professionnelle. Elle s'occupait de Lucas avec la même tendresse, mais évitait soigneusement le regard d'Alexandre. Ce dernier respectait sa réserve, mais souffrait de cette soudaine froideur. Lucas, avec la perspicacité des enfants, sentit que quelque chose avait changé. « Papa, pourquoi Marie ne te parle plus? Elle est fâchée? »« Non, mon grand. Les adultes ont parfois besoin de réfléchir à des choses importantes. C'est à cause de ce que j'ai dit hier soir ?» Alexandre prit son fils dans ses bras. « Non, Lucas, tu n'as rien fait de mal. Tu as dit ce que tu pensais et c'est bien. Mais maintenant Marie est triste. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Moi non plus, mon bonhomme. Moi non plus. » Cette situation dura plusieurs jours. L'ambiance, autrefois si harmonieuse, était devenue tendue. Lucas ne comprenait pas pourquoi les deux adultes qu'il aimait le plus au monde se comportaient soudain comme des étrangers. Ce fut finalement un incident qui força Marie et Alexandre à clarifier leurs sentiments. Lucas, jouant au bord de la piscine malgré l'interdiction, glissa et tomba à l'eau. Il ne savait pas bien nager et paniqua immédiatement. Marie, qui lisait à proximité, se jeta à l'eau tout habillée pour le sauver. Alexandre, alerté par les cris, arriva en courant et plongea à son tour. Ensemble, ils sortirent Lucas de l'eau, tremblant mais indemne. « Mon Dieu, Lucas, tu aurais pu te noyer !» cria Marie en serrant l'enfant contre elle, des larmes de peur et de soulagement coulant sur ses joues. Alexandre les enlaça tous les deux, réalisant combien il avait eu peur de perdre son fils et combien la réaction de Marie prouvait l'amour qu'elle portait à Lucas. « Je suis désolé, » sanglota Lucas. « Je ne voulais pas désobéir. Je voulais juste attraper mon ballon. »« Chut, mon chéri, l'important c'est que tu ailles bien, » le rassura Marie en lui caressant les cheveux mouillés. Alexandre regarda Marie tenant son fils et une évidence s'imposa à lui. Cette femme aimait Lucas plus que sa propre vie. Elle s'était jetée à l'eau sans hésiter, risquant sa propre sécurité pour sauver son enfant. Comment pouvait-il encore douter de ses sentiments? Ce soir-là, après que Lucas fut couché et endormi, Alexandre frappa à la porte de la chambre de Marie. « Marie, nous devons parler. » Elle ouvrit.
encore bouleversé par l'incident de l'après-midi. Alexandre, Non, laissez-moi parler d'abord. Cet après-midi, j'ai vu quelque chose qui m'a ouvert les yeux. J'ai vu une femme qui aime mon fils plus que tout au monde. Une femme qui n'a pas hésité une seconde à risquer sa vie pour lui. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, Marie, pas n'importe qui. Vous l'aimez comme un fils, et lui vous aime comme une mère. Et moi, il prit une profonde inspiration. Et moi, je vous aime comme un homme aime une femme. Marie le regarda les yeux écarquillés. Alexandre, je sais que c'est compliqué. Je sais que nos situations sont différentes. Mais les sentiments ne connaissent pas les conventions sociales. Je vous aime, Marie. Je vous aime pour votre bonté, votre intelligence, votre dévouement à Lucas. Je vous aime pour la femme extraordinaire que vous êtes. Marie sentit ses défenses s'effondrer. Alexandre, j'ai peur. Peur de gâcher ce que nous avons construit. Peur de faire du mal à Lucas si les choses tournent mal entre nous. Et si elles tournaient bien? Et si nous étions vraiment faits pour être ensemble? Lucas nous l'a dit lui-même. Nous formons une vraie famille. Marie le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité de ses paroles. Elle y trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une vulnérabilité, une tendresse, un amour authentique. « Moi aussi je vous aime, Alexandre », avoua-t-elle enfin dans un souffle. « Je vous aime depuis des mois, mais je n'osais pas me l'avouer. J'avais peur que ce ne soit qu'un effet de la gratitude, de la proximité forcée. Ce n'est pas de la gratitude, Marie, c'est de l'amour. Un amour que je n'espérais plus jamais ressentir. » Il s'approcha d'elle et, doucement, prit son visage entre ses mains. « Puis-je vous embrasser ?» Pour toute réponse, Marie ferma les yeux et leva son visage vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et tendre, chargé de tous les sentiments qu'ils avaient retenus pendant des mois. Quand ils se séparèrent, Marie souriait à travers ses larmes. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on construit quelque chose de beau ensemble, tous les trois. » Le reste des vacances prit une dimension nouvelle. Alexandre et Marie ne se cachaient plus leurs sentiments, tout en restant discrets devant Lucas. Ils voulèrent prendre le temps de construire leur relation avant de l'officialiser aux yeux de l'enfant. Mais Lucas, avec son intuition d'enfant, sentit le changement. Ses parents étaient plus heureux, plus détendus, plus complices. L'atmosphère de la maison était devenue plus chaleureuse encore. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner sur la terrasse, Lucas fit une remarque qui fit sourire les deux adultes. « Vous savez quoi? Maintenant, vous vous regardez comme dans les films d'amour que regardait maman. » Alexandre et Marie échangèrent un regard amusé. Décidément, cet enfant ne ratait rien. « Et ça te dérange, mon bonhomme ?» demanda Alexandre. « Non, au contraire, ça veut dire que vous êtes heureux. Et quand vous êtes heureux, moi aussi je suis heureux. » Marie prit la main de Lucas. « Tu sais, mon chéri, si ton papa et moi, si nous décidions d'être ensemble pour de vrai, ça changerait des choses. Tu serais d'accord ?» Lucas sauta de joie. « Oh oui, on pourrait vraiment être une famille, avec des câlins, des bisous et peut-être même un petit frère ou une petite sœur. » Alexandre faillit s'étouffer avec son café. « Doucement, mon grand, une chose à la fois. » Mais l'enthousiasme de Lucas était communicatif. Voir son fils si heureux à l'idée que Marie devienne officiellement sa belle-mère conforta Alexandre dans sa décision. Il formait déjà une famille de cœur. Il était temps d'en faire une famille officielle. Le soir même, Alexandre emmena Marie sur la terrasse après le coucher de Lucas. La nuit était étoilée, parfumée par la lavande du jardin. « Marie, j'ai quelque chose à vous demander. » Il sortit de sa poche un écrin en velours bleu marine. Marie sentit son cœur s'arrêter. « Alexandre, Marie Lefebvre, accepteriez-vous de devenir ma femme, de devenir officiellement la mère de Lucas, de construire avec nous une vraie famille ?» Il ouvrit l'écrin, révélant un magnifique solitaire en diamant simple et élégant. Marie porta ses mains à sa bouche, les larmes aux yeux. « Alexandre, c'est magnifique. Mais êtes-vous sûr? Nous nous connaissons depuis si peu de temps en tant que couple. Marie, je vous connais depuis 2 ans. J'ai vu comment vous prenez soin de Lucas, comment vous gérez les crises, comment vous apportez de la joie dans notre maison. J'ai vu votre cœur, votre âme. Que faut-il de plus pour savoir qu'on veut passer sa vie avec quelqu'un ?» Marie regardait la bague qui scintillait sous les étoiles provençales. « Et Isabelle, vous ne pensez pas que c'est trop tôt ?» Alexandre prit sa main libre dans la sienne. « Isabelle voudrait que Lucas et moi soyons heureux. Elle voudrait que Lucas ait une mère aimante. Je crois qu'elle vous aimerait, Marie. Vous avez tant de qualités qu'elle possédait. La bonté, la patience, l'amour inconditionnel pour les enfants. Vous croyez vraiment? J'en suis certain. Et puis, regardez Lucas.
Avez-vous déjà vu un enfant plus épanoui? Vous lui avez redonné goût à la vie. Vous nous avez redonné goût à la vie. » Marie ferma les yeux un instant, puis les rouvrit en souriant. « Oui, Alexandre, oui, je veux vous épouser. Je veux devenir la belle-mère de Lucas. Je veux construire cette famille avec vous. » Alexandre glissa la bague à son doigt et l'embrassa passionnément. Au même moment, ils entendirent des applaudissements enthousiastes venant de la fenêtre du premier étage. « Lucas !» s'exclama Marie en levant les yeux. L'enfant était à sa fenêtre, en pyjama, applaudissant comme un fou. « Ouais, Marie va devenir ma nouvelle maman. C'est le plus beau jour de ma vie. » Alexandre et Marie éclatèrent de rire. Ce petit espion, il était censé dormir. Lucas dévala les escaliers en courant et se jeta dans leurs bras. « Alors c'est vrai, Marie va vraiment devenir ma maman? »« Ta belle maman, mon chéri, » corrigea doucement Marie. « Ta vraie maman, c'est Isabelle, et elle le restera toujours. Mais oui, je vais devenir ta belle maman qui t'aime très fort. Et on va habiter tous ensemble pour toujours? »« Pour toujours, » confirma Alexandre en serrant sa nouvelle famille contre lui. Cette nuit-là, Lucas s'endormit dans le grand lit entre Alexandre et Marie, refusant de retourner dans sa chambre. « Je veux être sûr que c'est pas un rêve », avait-il expliqué. Les deux adultes n'eurent pas le cœur de le renvoyer. Ils passèrent leur première nuit de fiancés avec un petit garçon de 8 ans ronflant doucement entre eux, et c'était exactement comme ça qu'ils l'avaient imaginé. Le retour à Paris marqua le début d'une nouvelle ère pour la famille Dubois-Lefebvre. Alexandre respecta sa promesse de réorganiser sa vie professionnelle. Il ne travaillait plus que 4 jours par semaine, déléguant massivement à ses équipes. Les vendredis étaient entièrement consacrés à Lucas et Marie. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. Ils avaient décidé d'une cérémonie simple et élégante en petit comité pour le mois d'octobre. Lucas était impliqué dans chaque décision, depuis le choix des fleurs jusqu'au menu du repas. Il prenait son rôle de petit témoin très au sérieux. « Papa, pour la lune de miel, vous allez où ?» demanda-t-il un soir pendant le dîner. « Nous n'avons pas encore décidé, mon grand. Tu as une suggestion? Moi, je veux qu'on aille tous les 3. Comme ça, vous pourrez faire des trucs d'amoureux et moi, je pourrai visiter des endroits cool. » Marie et Alexandre échangèrent un regard amusé. L'idée d'une lune de miel à 3 n'était pas très conventionnelle, mais elle leur plaisait. Pourquoi séparer cette famille qui venait tout juste de se retrouver? Tu sais quoi, mon bonhomme? C'est une excellente idée. Où aimerais-tu aller? En Australie, pour voir les kangourous et la grande barrière de corail et les koalas. L'Australie, rien que ça, rit Marie. S'il te plaît, Marie, tu as dit qu'on était une famille maintenant. Les familles, elles voyagent ensemble. Comment résister à une telle logique? Alexandre contacta son agence de voyage le lendemain pour organiser 3 semaines en Australie après le mariage. Lucas était aux anges. Les mois passèrent rapidement. Marie avait officiellement démissionné de son poste de gouvernante pour devenir la fiancée d'Alexandre. Mais dans les faits, rien n'avait changé dans son quotidien avec Lucas. Elle continuait à s'occuper de lui avec la même tendresse, et Alexandre prenait de plus en plus de place dans l'éducation de son fils. L'annonce de leur mariage fut accueillie diversement dans l'entourage d'Alexandre. Certains amis de la haute société parisienne trouvaient cette union déplacée. Épouser sa gouvernante, vraiment Alexandre, que va penser le monde des affaires, avait commenté un de ses anciens associés. Mais Alexandre s'en moquait éperdument. Le monde des affaires peut penser ce qu'il veut. Mon bonheur et celui de mon fils passent avant les conventions sociales. Marie, elle, dut faire face aux préjugés de certaines personnes qui l'accusaient d'être une croqueuse de diamants ayant séduit son riche employeur. Ces remarques la blessaient, mais Alexandre était toujours là pour la rassurer. « Laisse parler les jaloux, mon amour. Ils ne connaissent pas notre histoire. Ils ne savent pas que c'est toi qui nous as sauvés, pas nous qui t'avons sauvés. » La famille d'Alexandre, en revanche, accueillit Marie à bras ouverts. Sa mère, une élégante dame de 70 ans, était tombée sous le charme de la jeune femme dès leur première rencontre. Alexandre, cette jeune femme est un trésor. Elle a ramené la joie dans cette maison. Et Lucas, je ne l'ai jamais vu aussi épanoui depuis la mort de sa pauvre maman. Grand-mère Dubois, comme l'appelait Lucas, devint rapidement la complice de Marie. Elles passaient des heures ensemble à préparer le mariage, à échanger des recettes de cuisine, à regarder les albums photos de famille. Marie découvrait ses futures belles familles avec bonheur. Une semaine avant le mariage, Marie eut une longue conversation avec Lucas. L'enfant, malgré son enthousiasme apparent, avait parfois des moments de mélancolie.
« Marie, tu crois que maman Isabelle est contente qu'on se marie ?» Marie s'agenouilla devant lui et prit ses petites mains dans les siennes. « Mon chéri, ta maman t'aimait plus que tout au monde. Et parce qu'elle t'aimait, elle veut ton bonheur. Tu es heureux quand papa et moi sommes ensemble ? Oh oui, très heureux. Alors ta maman est contente. Les gens qui nous aiment veulent notre bonheur, même s'ils ne sont plus là. Et tu crois qu'elle va me pardonner de t'appeler maman parfois ?» Marie sentit sa gorge se serrer. « Mon amour, tu peux m'appeler comme tu veux. Marie, belle maman, ou même maman, si ça te fait du bien. Ta maman Isabelle restera toujours ta première maman, celle qui t'a porté dans son ventre et qui t'a donné la vie. Moi, je suis ta deuxième maman, celle qui t'accompagne maintenant. Il y a assez de place dans ton cœur pour nous aimer toutes les deux. » Lucas se jeta dans ses bras en pleurant. « Je t'aime, Marie-maman. Moi aussi je t'aime, mon petit prince, plus que tu ne peux l'imaginer. » Ce soir-là, Marie raconta cette conversation à Alexandre. Il fut ému aux larmes en apprenant que son fils avait trouvé un nom pour Marie qui honorait à la fois Isabelle et sa nouvelle mère. « Marie-maman », répéta-t-il doucement, « c'est parfait. C'est exactement ce que tu es pour lui. » Le jour du mariage arriva enfin. La cérémonie avait lieu dans l'intimité de leur propriété de Neuilly-sur-Seine, dans le parc qu'Alexandre avait fait décorer de milliers de roses blanches et roses. Seules 50 personnes étaient présentes. La famille, quelques amis proches et l'équipe rapprochée de l'entreprise qui était devenue comme une seconde famille pour Alexandre. Marie était radieuse dans sa robe de soie ivoire, simple et élégante, choisie avec Lucas qui avait insisté pour l'accompagner chez le couturier. « Il faut que papa tombe encore plus amoureux quand il te verra », avait-il expliqué sérieusement. Alexandre, en costume sombre, attendait sa future épouse devant l'officier d'état civil avec une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. Quand Marie apparut au bras de son père, un modeste employé de banque venu spécialement de Lyon, il sentit son cœur déborder d'amour. Mais le moment le plus émouvant fut quand Lucas s'avança pour remettre les alliances. Il avait insisté pour avoir un rôle actif dans la cérémonie. Vêtu d'un petit costume identique à celui de son père, il remplit sa mission avec un sérieux adorable. « Papa, Marie-maman », dit-il solennellement en tendant les bagues, « promettez-vous de vous aimer toujours et de me faire plein de câlins ?» L'assemblée éclata de rire devant cette version personnalisée des vœux matrimoniaux. « Nous le promettons, mon prince », répondirent Alexandre et Marie en chœur. Quand l'officier déclara Alexandre et Marie unis par les liens du mariage, Lucas applaudit si fort qu'il couvrit presque les applaudissements des invités. Maintenant c'est officiel, on est une vraie famille. La réception se déroula dans une ambiance joyeuse et détendue. Alexandre avait tenu à ce que l'atmosphère reste familiale plutôt que guindée. Lucas était le roi de la fête, dansant avec sa grand-mère, racontant à qui voulait l'entendre que sa Marie-maman était la plus belle du monde, et assurant le service de photographe officieux avec l'appareil photo qu'Alexandre lui avait offert pour l'occasion. Le discours d'Alexandre fut simple et émouvant. « Il y a 3 ans, j'étais un homme perdu. J'avais tout pour être heureux, mais j'étais incapable de voir les trésors qui m'entouraient. Marie, vous avez sauvé mon fils du naufrage affectif dans lequel mes absences l'avaient plongé. Vous m'avez sauvé moi-même en me rappelant ce qui compte vraiment dans la vie. Aujourd'hui, nous ne formons plus 3 personnes qui vivent sous le même toit, mais une vraie famille unie par l'amour. » Marie, à son tour, prononça quelques mots. « Alexandre, Lucas, vous m'avez offert plus que je n'osais rêver. Un amour sincère, une famille aimante, un foyer chaleureux. Je promets de chérir cette famille, de la protéger et de faire tout pour que notre bonheur dure toujours. » La soirée se prolongea tard dans la nuit. Lucas, épuisé par les émotions et l'excitation, s'endormit sur les genoux de sa grand-mère pendant que les adultes continuaient à danser. Alexandre et Marie ouvrirent le bal sur La vie en rose d'Édith Piaf sous le regard attendri de leurs invités. 3 semaines en Australie scellèrent définitivement leur union. Lucas découvrit les merveilles de l'Océanie avec un émerveillement constant, et Alexandre et Marie apprirent à être un couple tout en restant des parents attentifs. Les photos de ce voyage, Lucas avec un kangourou, Alexandre et Marie devant l'Opéra de Sydney, tous les 3 sur une plage de sable blanc, décorèrent pendant des années le salon de leur maison. Au retour, la vie reprit son cours, mais une vie transformée. Alexandre avait définitivement adopté un rythme de travail plus humain. Il ne ratait plus jamais un match de football de Lucas, participait activement aux réunions de parents d'élèves et organisait régulièrement des sorties en famille.
Marie avait officiellement rejoint le conseil d'administration de Dubois Industries, apportant sa vision humaniste aux décisions de l'entreprise. Elle avait notamment initié un programme de bourse pour les enfants défavorisés et un système de congés parentaux parmi les plus généreux de France. Une entreprise qui ne pense pas aux familles de ses employés n'est pas une entreprise durable, disait-elle souvent. 1 an après leur mariage, Marie annonça à Alexandre qu'elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec une joie immense par toute la famille. Lucas était aux anges à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. « Tu crois que le bébé va m'aimer » demanda-t-il un soir en posant sa main sur le ventre encore plat de Marie. « Oh mon chéri, ce bébé aura la chance d'avoir le meilleur grand frère du monde. Tu vas lui apprendre tellement de choses. Je vais lui apprendre à jouer au football et à faire du vélo et à nager et je lui raconterai des histoires sur maman Isabelle et sur toi. » Alexandre regardait cette scène avec une émotion profonde. Son fils, qui avait tant souffert de l'absence de figure parentale stable, était en train de devenir un grand frère aimant et protecteur. La grossesse de Marie se déroula parfaitement. Alexandre était aux petits soins pour sa femme et Lucas s'était autoproclamé assistant protecteur du bébé. Il parlait au ventre de Marie tous les soirs, lui racontait sa journée d'école et lui chantait des berceuses. « Bébé, c'est Lucas, ton grand frère. Aujourd'hui, j'ai eu 18 sur 20 en maths. Papa et Marie-Maman sont très fiers. Et toi, qu'est-ce que tu as fait dans le ventre de maman? Tu as grandi. » Ces moments de tendresse pure rappelaient chaque jour à Alexandre combien sa vie avait changé. L'homme obsédé par le travail et la réussite financière avait laissé place à un père de famille épanoui, un mari attentionné, un chef d'entreprise responsable. Émilie Dubois naquit par une belle matinée de printemps. Lucas, qui avait assisté à l'échographie et connaissait le sexe du bébé depuis des mois, était surexcité. « Ma petite sœur, elle va être la plus belle du monde après Marie-Maman. » Quand Alexandre posa pour la première fois sa fille dans les bras de son fils, Lucas fondit en larmes d'émotion. « Elle est parfaite, papa. Regardez comme elle me regarde. Je crois qu'elle me reconnaît déjà. » Marie, épuisée mais radieuse, observait ses 3 amours. Alexandre tenait Lucas qui tenait Émilie. Et cette image de famille unie lui rappela combien le chemin parcouru avait été extraordinaire. « Tu te rends compte, murmura-t-elle à Alexandre, il y a 3 ans, nous ne nous connaissions pas. Lucas faisait des cauchemars toutes les nuits, tu étais constamment en voyage, et moi j'étais juste une gouvernante qui essayait de faire de son mieux. Et maintenant, nous sommes une famille de 4, plus heureuse que je n'aurais jamais osé l'imaginer, » répondit Alexandre en l'embrassant tendrement. L'arrivée d'Émilie renforça encore les liens familiaux. Lucas prit son rôle de grand frère très au sérieux, aidant Marie pour les biberons, chantant des berceuses à sa sœur et montant la garde pendant ses siestes. « Personne ne doit réveiller princesse Émilie », déclarait-il solennellement à tous les visiteurs. Alexandre découvrait pour la 2e fois les joies de la paternité, mais cette fois-ci en étant pleinement présent. Il ne rata aucun des premiers sourires d'Émilie, aucune de ses premières tentatives pour se retourner, aucun de ses premiers babillages. Il avait appris de ses erreurs avec Lucas et ne voulait manquer aucun moment précieux avec sa fille. Les mois passèrent et la famille Dubois coulait des jours heureux dans leur grande maison de Neuilly-sur-Seine. Alexandre avait fait installer une balançoire et un toboggan dans le parc pour Lucas et avait aménagé un coin spécialement sécurisé pour qu'Émilie puisse jouer dehors quand elle serait plus grande. Un soir d'automne, alors qu'ils prenaient le thé dans le salon en regardant Lucas lire une histoire à sa petite sœur de 6 mois, Marie fit une réflexion qui toucha profondément Alexandre. « Tu sais, quand je suis arrivé dans cette maison il y a 4 ans, j'ai tout de suite senti qu'elle avait besoin d'amour. Les murs, les meubles, tout était magnifique mais froid. Maintenant, cette maison respire le bonheur. » Alexandre regarda autour de lui. Elle avait raison. Les mêmes tableaux de maîtres ornèrent les murs, les mêmes meubles anciens meublèrent les pièces, mais l'atmosphère était radicalement différente. Des dessins de Lucas étaient accrochés à côté des œuvres d'art, des jouets traînaient dans les coins, des photos de famille s'étalaient sur tous les meubles. La maison vivait enfin. C'est toi qui as apporté cette chaleur, Marie. Toi et ton amour pour Lucas, pour moi, pour cette famille. Non, Alexandre, nous l'avons apporté ensemble. L'amour, ça ne marche que quand c'est partagé. Lucas leva la tête de son livre. Pourquoi vous parlez d'amour? Moi, je veux que vous parliez de dinosaures. Émilie adore les dinosaures. Ah bon? Et comment tu le sais? Demanda Marie en souriant. Elle sourit quand je lui montre les images. Regardez. Effectivement, quand Lucas montra à sa petite sœur l'image d'un tyrannosaure, Émilie gazouilla joyeusement en agitant ses petits bras. Tu vois?
Elle va être paléontologue comme sa Marie-maman voulait l'être quand elle était petite. Marie sursauta. « Comment tu sais ça, mon chéri? Tu me l'as dit quand tu m'as aidé pour mon exposé sur les fossiles. Tu as dit que petite, tu rêvais de découvrir des dinosaures. » Alexandre regarda sa femme avec surprise. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais voulu être paléontologue. » Marie rougit légèrement. « Oh, c'était un rêve d'enfant. J'adorais les documentaires sur les dinosaures. Mais la vie en a décidé autrement. Et pourquoi tu n'as pas poursuivi dans cette voie? Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études longues. Et puis après la mort de papa, il a fallu que je trouve rapidement un travail pour aider maman. Alors j'ai fait une formation courte en puériculture, puis j'ai complété avec la pédagogie. » Alexandre fut touché par cette révélation. Une fois de plus, il réalisait combien Marie avait sacrifié ses propres rêves pour aider les autres. D'abord sa mère, puis Lucas, puis lui-même. « Et si on organisait un voyage paléontologique en famille ?» proposa-t-il soudain. « Il y a de magnifiques sites de fouilles au Canada, en Argentine. Lucas pourrait découvrir les vrais dinosaures, Émilie s'habituerait au voyage, et toi tu pourrais réaliser un vieux rêve. » Les yeux de Marie s'illuminèrent. « Tu ferais ça? Vraiment? Pour toi? Je ferais n'importe quoi. Et puis il est temps qu'Émilie découvre le monde, non ?» Lucas sautait déjà de joie. « Oh oui, on va voir de vrais fossiles, et peut-être qu'on trouvera un nouveau dinosaure, et on l'appellera le Lucasaurus ou le Emiliosaurus. » Ce projet de voyage paléontologique occupa les conversations familiales pendant les mois suivants. Alexandre organisa tout avec son efficacité habituelle, contactant les meilleurs guides, réservant les hébergements les plus confortables, prévoyant tout pour qu'Émilie voyage dans les meilleures conditions. L'été suivant, la famille Dubois s'envola pour l'Alberta, au Canada, pour un voyage de 3 semaines sur les traces des dinosaures. Lucas était sur un petit nuage. Émilie, maintenant âgée d'1 an, découvrait les paysages grandioses des Rocheuses canadiennes. Et Marie réalisait enfin son rêve d'enfant. Au Royal Tyrrell Museum, elle passa des heures à admirer les squelettes fossilisés, expliquant à Lucas l'histoire de ces créatures préhistoriques avec une passion qui fascinait Alexandre. Il redécouvrait sa femme sous un nouveau jour, voyant briller dans ses yeux la petite fille qui rêvait de devenir paléontologue. « Papa, regarde! Marie-maman connaît le nom de tous les dinosaures. Elle est plus forte que les guides !» s'extasiait Lucas. Effectivement, Marie impressionnait les professionnels par l'étendue de ses connaissances autodidactes. Elle avait continué à se passionner pour la paléontologie en secret, lisant tous les ouvrages scientifiques qu'elle pouvait trouver. « Madame, avez-vous étudié la paléontologie ?» lui demanda un chercheur du musée, intrigué par ces questions pertinentes. « Non, juste une passion de toujours », répondit modestement Marie. « Eh bien, si cela vous intéresse, nous avons un programme de formation continue pour les passionnés. Vous pourriez obtenir un diplôme en quelques années, même en étudiant à distance. » Alexandre vit les yeux de sa femme s'illuminer d'espoir. Le soir même, à l'hôtel, il aborda le sujet. « Marie, si tu veux reprendre des études, je t'encouragerai dans tous tes projets. Tu pourrais étudier à domicile ou même retourner à l'université si tu préfères. Nous trouverons une solution pour les enfants. » Marie le regarda avec émotion. « Tu ferais ça? Mais j'ai 32 ans, Alexandre. Ce n'est plus l'âge. » L'âge pourquoi? Pour réaliser ses rêves? Pour apprendre? Il n'y a pas d'âge pour ça, mon amour. Et tu ne trouverais pas bizarre d'avoir une femme étudiante? Je trouverais ça formidable. Et Lucas sera fier d'avoir une maman paléontologue. Pas vrai, mon grand? Lucas, qui suivait la conversation depuis son lit, approuva vigoureusement. Oh oui, comme ça tu pourras nous emmener voir tous les dinosaures du monde. Et peut-être qu'un jour, tu découvriras un nouveau dinosaure et tu l'appelleras Duboisaurus. Ce voyage marqua un nouveau tournant dans la vie de Marie. À son retour, elle s'inscrivit effectivement au programme de formation à distance en paléontologie. Alexandre aménagea un bureau spécialement pour ses études et toute la famille s'organisa pour lui permettre d'étudier dans les meilleures conditions. Lucas était son assistant de recherche autoproclamé, l'aidant à classer ses documents et testant ses connaissances. « Marie-maman, récite-moi les périodes géologiques », demandait-il sérieusement, comme s'il était son professeur. Émilie, maintenant, une petite fille de 2 ans vive et curieuse, grandissait dans cette atmosphère stimulante, où l'apprentissage était valorisé. Elle feuilletait les livres de dinosaures de sa mère en babillant « Dino, Dino » avec enthousiasme. 3 ans plus tard, Marie obtint son diplôme de paléontologie avec mention « Très bien ». La cérémonie de remise des diplômes fut un moment d'émotion intense pour toute la famille. Alexandre était fier comme un paon
Lucas applaudissait à tout rompre et Émilie, maintenant âgée de 5 ans, distribuait des fleurs à tous ceux qui voulaient bien les prendre. « Mesdames et messieurs, dit le doyen lors de la cérémonie, j'aimerais féliciter particulièrement Madame Marie Dubois, qui a obtenu les meilleures notes de sa promotion tout en élevant 2 enfants et en gérant une famille. Elle prouve qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. » Marie pleurait de joie en recevant son diplôme. Dans la salle, Alexandre retenait ses larmes d'émotion. Cette femme extraordinaire avait non seulement sauvé sa famille, mais elle continuait à s'épanouir et à grandir, devenant chaque jour plus admirables à ses yeux. Le soir, lors du dîner de célébration, Lucas leva son verre de jus d'orange avec solennité. « Je veux porter un toast à Marie-Maman, la meilleure paléontologue du monde, et aussi la meilleure maman du monde, et aussi la plus belle, et à papa, le meilleur papa du monde, ajouta Émilie en levant son biberon. Et à nous, la plus belle famille du monde, conclut Alexandre en levant sa coupe de champagne. Ce toast familial résumait parfaitement le chemin parcouru depuis cette nuit où Alexandre était rentré à l'improviste et avait découvert Marie dans le lit de son fils. Cette découverte qui l'avait d'abord troublé et inquiété s'était révélée être le point de départ de la plus belle aventure de sa vie. Quelques années plus tard, Marie décrocha un poste de chargée de recherche au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Elle pouvait enfin exercer le métier de ses rêves tout en restant proche de sa famille. Alexandre était immensément fier de sa femme et les enfants adoraient venir la voir dans son laboratoire, entouré de fossiles et de microscopes. « Papa, dit un jour Lucas, maintenant adolescent de 16 ans, tu te rends compte de la chance qu'on a eue que Marie-Maman arrive dans notre vie ? Tous les jours, mon fils, tous les jours. Et tu regrettes parfois ta vie d'avant, quand tu voyageais tout le temps et que tu gagnais encore plus d'argent ?» Alexandre regarda son fils avec sérieux. « Lucas, j'ai gagné plus d'argent que je ne pourrais jamais en dépenser. Mais tout cet argent réuni ne vaut pas un seul des moments que j'ai passés avec vous. L'argent, ça ne fait pas le bonheur. L'amour, si. C'est pour ça que tu as changé ta façon de diriger l'entreprise. » Exactement. Marie m'a appris que la réussite ne se mesure pas seulement au chiffre d'affaires, mais aussi au bonheur qu'on apporte aux autres. Aujourd'hui, Dubois Industries n'est peut-être moins rentable qu'avant, mais nos employés sont plus heureux. Nos actions sont plus éthiques, et moi je peux me regarder dans la glace sans honte. Cette conversation père-fils avait lieu dans le jardin de leur maison de Neuilly, pendant qu'Émilie, maintenant âgée de 11 ans, jouait avec son nouveau chiot, un Golden Retriever qu'ils avaient adopté pour son anniversaire. Marie rentrait du laboratoire, encore habillée de sa blouse blanche, un sourire radieux illuminant son visage. « Devine quoi ?» s'écria-t-elle en courant vers eux. « L'équipe a fait une découverte extraordinaire aujourd'hui. Nous avons trouvé un fossile d'une espèce de dinosaure complètement inconnue. »« C'est vrai ?» s'exclama Émilie en abandonnant son chiot. « Tu vas pouvoir lui donner un nom ? Peut-être, si les analyses confirment qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce. »« Et tu l'appelleras comment ?» demanda Lucas avec curiosité. Marie regarda sa famille avec tendresse. « Je pensais à Amorosaurus familius, le dinosaure de l'amour familial. » Alexandre éclata de rire. « Tu ne peux pas appeler un dinosaure comme ça. Les noms scientifiques ne fonctionnent pas ainsi. »« Je sais bien, » rit Marie, « mais dans mon cœur, ce sera ça son nom. Parce que cette découverte, comme tout ce qui m'arrive de beau, je la dois à l'amour de cette famille. » Cette soirée-là, comme tant d'autres, se termina par un dîner joyeux où chacun racontait sa journée. Émilie parlait de son cours de danse, Lucas de ses projets d'études d'ingénieur, Marie de ses recherches passionnantes et Alexandre des nouveaux projets humanitaires de son entreprise. Après le coucher d'Émilie, les parents s'installèrent sur la terrasse avec Lucas pour profiter de la douceur de cette soirée de printemps. Le jeune homme, maintenant presque aussi grand que son père, ressemblait de plus en plus à Alexandre dans sa jeunesse, mais avec une sérénité et une maturité émotionnelle que son père n'avait pas eues à son âge. « Papa, Marie-Maman, » dit Lucas soudain, « j'ai quelque chose à vous dire. » Alexandre et Marie échangèrent un regard inquiet. Le ton solennel de leur fils les alertait. « J'ai longuement réfléchi à ce que je voulais faire après mon bac, et j'ai pris une décision. »« Nous t'écoutons, mon grand, » dit doucement Marie. « Je veux étudier la psychologie de l'enfant. Je veux aider les enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu, ceux qui ont perdu un parent, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui ont peur d'aimer de nouveau. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Son fils voulait transformer sa propre souffrance en force pour aider les autres. « Lucas, c'est un choix magnifique. Mais es-tu sûr? C'est un métier difficile, émotionnellement. »« Justement, papa,
Parce que j'ai vécu cette douleur, je peux comprendre ces enfants mieux que quiconque. Et parce que j'ai eu la chance d'avoir Marie-Maman pour me guérir, je sais que c'est possible. Je veux être pour d'autres enfants ce que Marie a été pour moi. Marie essuya discrètement une larme. Voir Lucas transformé en un jeune homme si généreux et si conscient des souffrances des autres la remplissait d'une fierté immense. « Et tu as pensé à te spécialiser dans un domaine particulier ?» demanda-t-elle. « À l'accompagnement des familles recomposées. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ce que j'ai vécu. La perte d'un parent, l'arrivée d'un beau-parent, la reconstruction familiale. Je veux les aider à comprendre que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. » Cette phrase d'une sagesse étonnante pour un jeune homme de 16 ans résuma parfaitement le parcours de leur famille. Lucas avait intégré la leçon fondamentale que Marie lui avait enseignée. On peut aimer plusieurs personnes sans trahir la mémoire des premières. « Mon fils, » dit Alexandre en le serrant dans ses bras, « je suis plus fier de l'homme que tu deviens que de toutes mes réussites professionnelles réunies. C'est grâce à vous deux. Vous m'avez montré que la vie peut être belle même après les épreuves, que l'amour peut guérir les blessures, que les familles peuvent se reconstruire différemment, mais aussi solidement qu'avant. » Émilie apparut soudain dans l'encadrement de la porte-fenêtre, en pyjama, traînant son doudou derrière elle. « Pourquoi vous parlez sans moi? Et pourquoi Lucas a les yeux qui brillent? »« Viens là, ma princesse, » dit Marie en ouvrant les bras. « Ton grand frère nous expliquait ses projets d'avenir. »« Ah, il va devenir docteur pour les enfants tristes? Comment tu sais ça, petite futée ?» demanda Lucas, surpris. « Parce que toi aussi tu étais triste avant, et maintenant tu es heureux. Alors tu veux que tous les enfants soient heureux comme toi ?» Cette simplicité enfantine alla droit au cœur de tous. Émilie, dans son innocence, avait parfaitement cerné la motivation profonde de son frère. « Exactement, ma petite sœur. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? »« Moi, je veux découvrir des dinosaures comme maman, soigner les enfants comme toi, diriger une entreprise comme papa. Comme ça, je ferai tout ce que vous faites. » Ils éclatèrent tous de rire devant l'ambition de la petite fille. Mais Alexandre ne put s'empêcher de penser qu'avec les exemples qu'elle avait sous les yeux, Émilie était capable de réaliser tous ses rêves. Les années qui suivirent confirmèrent l'évolution positive de chaque membre de la famille. Lucas obtint son baccalauréat avec mention et entama des études de psychologie avec une détermination farouche. Il était devenu un jeune homme équilibré, empathique et profondément engagé dans l'aide aux autres. Émilie grandissait en petite fille curieuse et intelligente, passionnée à la fois par les sciences et par les relations humaines. Elle accompagnait souvent sa mère au laboratoire et son père au bureau, absorbant comme une éponge tout ce qu'elle observait. Marie s'épanouissait dans son travail de recherche. Elle avait publié plusieurs articles scientifiques remarqués et participait régulièrement à des conférences internationales. Son rêve d'enfant était devenu sa réalité d'adulte. Et elle ne cessait jamais de remercier Alexandre de lui avoir donné cette opportunité. Alexandre, lui, avait trouvé un équilibre parfait entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Dubois Industries était devenue une entreprise modèle en matière de responsabilité sociale, et Alexandre était régulièrement invité à témoigner de sa transformation dans des conférences sur le leadership humaniste. Un jour de décembre, alors qu'il préparait Noël en famille, Marie fit une annonce qui surprit tout le monde. « J'ai quelque chose à vous dire. Le laboratoire m'a proposé de diriger une expédition paléontologique en Patagonie l'été prochain. 6 mois de recherche sur le terrain, avec une équipe internationale. « Maman, tu vas vraiment fouiller des vrais dinosaures dans la vraie terre ?» s'exclama Émilie, surexcitée. « Oui, ma chérie, mais c'est un engagement important. 6 mois loin de vous. »« Marie, » l'interrompit Alexandre, « c'est une opportunité extraordinaire. Tu ne peux pas refuser ça. Mais la famille sera fière de toi. Et puis, nous viendrons te voir. Les enfants découvriront l'Argentine, et moi, je verrai ma femme brillante exercer son métier de rêve. » Lucas approuva vigoureusement. « Marie-Maman, tu dois y aller. C'est le rêve de ta vie. Et puis maintenant j'ai 18 ans, je peux aider papa avec Émilie. Et moi je veux voir les vrais fossiles, ajouta Émilie. On peut venir avec toi, dis. » Devant l'enthousiasme de sa famille, Marie ne put retenir ses larmes d'émotion. Une fois de plus, ceux qu'elle aimait la poussaient à réaliser ses rêves, plutôt qu'à les sacrifier pour eux. « D'accord, » dit-elle enfin, « j'accepte cette mission. Mais à une condition, vous venez tous me rejoindre pendant les vacances scolaires. »« Promis !» crièrent en chœur Alexandre et les enfants. Cette expédition en Patagonie marqua un nouveau chapitre de leur histoire familiale.
Marie dirigea ses premières fouilles avec un succès retentissant, découvrant plusieurs spécimens remarquables. Alexandre et les enfants la rejoignirent pour 3 semaines inoubliables dans les paysages grandioses de l'Argentine. Lucas, maintenant étudiant en psychologie, profita de ce voyage pour faire un stage dans un centre d'aide à l'enfance à Buenos Aires. Émilie, fascinée par le travail de sa mère, décida définitivement qu'elle voulait devenir paléontologue. De retour en France, Marie était rayonnante. Son succès professionnel était total, mais ce qui la rendait le plus heureuse, c'était de voir sa famille unie et épanouie. Alexandre n'avait jamais été aussi fier de sa femme, et les enfants parlaient de leur maman exploratrice, avec une admiration sans borne. Un soir, alors qu'ils feuilletaient les photos de leur aventure argentine, Alexandre fit une réflexion qui toucha profondément Marie. « Tu sais, mon amour, quand je repense à cette nuit où je t'ai trouvé dans le lit de Lucas, je me dis que c'était le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. »« Comment ça ?» demanda Marie intriguée. « Cette nuit-là, j'ai découvert que mon fils avait trouvé une mère de substitution. J'aurais pu être jaloux, en colère, possessif, mais au lieu de ça, j'ai compris que tu nous avais sauvés. Et maintenant, regarde-nous. Nous sommes une famille heureuse, épanouie, où chacun peut réaliser ses rêves tout en gardant les autres comme priorité. » Marie lui prit la main. « Cette nuit-là a changé ma vie aussi. J'étais juste une gouvernante qui faisait son travail. Et j'ai découvert que je pouvais aimer un enfant comme s'il était le mien, et aimer un homme comme je n'avais jamais aimé. Et moi, papa, intervint Lucas qui écoutait depuis le canapé. Cette nuit-là, j'ai compris que j'avais enfin retrouvé une famille complète. Marie-maman dans mes bras, et papa qui revenait à la maison pour de bon. » Émilie, maintenant âgée de 13 ans et devenue une adolescente réfléchie, ajouta sa propre perspective. « Moi, cette nuit-là, j'étais pas encore née. Mais c'est grâce à elle que j'existe, parce que sans cette nuit-là, papa et maman se seraient jamais mariés. » Cette remarque fit sourire tout le monde. Effectivement, sans cette découverte fortuite, leur famille n'aurait jamais vu le jour. Les années continuèrent à s'écouler dans un bonheur serein. Lucas obtint son diplôme de psychologue et ouvrit un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des familles recomposées. Ses méthodes, inspirées de sa propre expérience, furent rapidement reconnues par ses pairs. Émilie, brillante élève, se dirigeait vers des études de paléontologie avec une détermination qui rappelait celle de sa mère. Elle avait déjà participé à plusieurs fouilles en tant que stagiaire et montrait des aptitudes remarquables. Marie était devenue une référence internationale dans son domaine. Elle dirigeait maintenant un département de recherche et formait la nouvelle génération de paléontologues. Ses découvertes avaient enrichi significativement la connaissance des dinosaures sud-américains. Alexandre, maintenant dans la soixantaine, avait définitivement passé la main à la nouvelle génération pour diriger Dubois Industries. Il se consacrait à des projets philanthropiques et passait le plus clair de son temps avec sa famille. Un jour de printemps, alors qu'ils célébrèrent les 20 ans de mariage d'Alexandre et Marie, Lucas fit un discours qui émut toute l'assemblée. « Il y a 23 ans, j'étais un petit garçon de 8 ans qui faisait des cauchemars et qui avait peur d'être abandonné. Marie est arrivée dans ma vie comme un ange gardien. Elle m'a redonné confiance en l'amour, en la famille, en la vie. Papa a appris à être un père présent grâce à elle. Et moi j'ai appris que l'amour peut prendre différentes formes et qu'une famille peut se reconstruire plus belle qu'avant. » Il leva son verre vers Marie et Alexandre. « Aujourd'hui, je suis un homme épanoui, qui aide d'autres familles à se reconstruire. Émilie est une jeune femme brillante qui a grandi dans l'amour et la confiance. Tout ça, c'est grâce à votre rencontre, à votre amour, à votre courage de former une famille non conventionnelle, mais extraordinaire. » Marie pleurait doucement, émue par ces mots. Alexandre la serra contre lui, réalisant une fois de plus la chance extraordinaire qu'ils avaient eue de se trouver. « À Marie et Alexandre, continua Lucas, qui m'ont appris que les fins heureuses existent vraiment et qu'elles ne sont que le début de nouvelles aventures merveilleuses. » L'assemblée applaudit chaleureusement. Dans cette salle remplie d'amis et de familles, entourés de leurs enfants devenus adultes, Alexandre et Marie savouraient pleinement leur bonheur. Plus tard dans la soirée, alors que les invités étaient repartis et que Lucas et Émilie étaient montés se coucher, Alexandre et Marie se retrouvèrent seuls sur la terrasse de leur maison, comme tant de fois auparavant. « Tu te rends compte ?» murmura Alexandre en regardant les étoiles. « Nous avons réussi. Nous avons élevé 2 enfants merveilleux. Nous avons construit une famille solide. Nous avons chacun réalisé nos rêves professionnels. Et nous nous aimons encore comme au premier jour. »« Plus qu'au premier jour, corrigea Marie. L'amour a mûri.
s'est enrichi de toutes nos expériences partagées. J'ai parfois l'impression de rêver. Un homme comme moi méritait-il tant de bonheur? Alexandre, arrête avec ça. Tu es un homme bon, généreux, aimant. Tu as juste mis du temps à le découvrir. Et puis le bonheur, ça ne se mérite pas, ça se construit. Et nous l'avons construit ensemble, pierre par pierre, jour après jour. Alexandre se tourna vers sa femme, cette femme extraordinaire qui avait transformé sa vie et celle de son fils. À 65 ans, elle était plus belle que jamais à ses yeux. Ses cheveux grisonnaient doucement. Des rides de sourire marquèrent le coin de ses yeux, mais son regard pétillait toujours de la même intelligence et de la même bienveillance. « Je t'aime, Marie Dubois. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Et moi je t'aime, Alexandre Dubois. Tu as donné un sens à ma vie. » Ils s'embrassèrent tendrement sous les étoiles. Deux êtres qui avaient su transformer une relation professionnelle en histoire d'amour. Une famille brisée en famille, recomposée exemplaire. Une rencontre fortuite en destin partagé. Au même moment, dans sa chambre, Émilie terminait de rédiger son mémoire de fin d'études secondaires sur les familles recomposées, défis et réussites. Elle avait choisi de raconter l'histoire de sa propre famille, avec l'accord de ses parents, pour montrer qu'il était possible de surmonter les épreuves et de construire du bonheur même dans l'adversité. Dans la conclusion de son mémoire, elle écrivait « Ma famille prouve qu'il n'existe pas une seule façon d'être heureux. Mes parents ne se sont pas rencontrés dans un contexte romantique traditionnel. Ma mère était employée de mon père, elle s'occupait de mon frère qui venait de perdre sa maman biologique. Mais de cette situation complexe est née une histoire d'amour authentique et une famille unie. L'important n'est pas comment on se rencontre, mais comment on choisit de s'aimer et de grandir ensemble. » Lucas, dans son appartement d'étudiant, préparait sa thèse de fin d'études sur l'impact des figures maternelles de substitution dans la reconstruction psychologique de l'enfant endeuillé. Il s'appuyait largement sur sa propre expérience pour théoriser les processus de guérison et d'attachement. Dans sa conclusion, il expliquait « L'enfant qui perd un parent n'a pas besoin qu'on remplace. Celui qui est parti, mais qu'on l'aide à construire de nouveaux liens affectifs sans culpabilité. » Marie Lefebvre, devenue Marie Dubois, a su incarner cette figure maternelle de substitution idéale, aimante sans être possessive, présente sans être intrusive, respectueuse de la mémoire de ma mère biologique, tout en créant sa propre place dans mon cœur. Ces deux mémoires, écrits en parallèle par les enfants de la famille, témoignaient de la réussite du projet familial d'Alexandre et Marie. Ils avaient non seulement reconstruit leur propre bonheur, mais ils avaient aussi donné à leurs enfants les outils pour comprendre et analyser leur propre histoire. Épilogue. 10 ans plus tard. La grande demeure de Neuilly-sur-Seine résonnait de nouveau des rires d'enfants. Lucas, maintenant marié et père de 2 petites filles, venait régulièrement rendre visite à ses parents avec sa famille. Émilie, devenue docteur en paléontologie et chercheuse reconnue, travaillait souvent dans le bureau que ses parents avaient aménagé spécialement pour elle quand elle était en France entre 2 expéditions. Alexandre, âgé de 75 ans, coulait une retraite heureuse entouré de sa famille. Il s'occupait de ses petites filles avec la tendresse et la présence qu'il avait mis du temps à développer avec ses propres enfants. Marie, à 68 ans, partageait son temps entre sa recherche, qu'elle n'avait jamais voulu abandonner complètement, et son rôle de grand-mère, qu'elle adorait. Dimanche après-midi d'été, toute la famille était réunie dans le jardin pour célébrer les 80 ans de grand-mère Dubois. 4 générations étaient présentes. La doyenne, Alexandre et Marie, Lucas et Émilie avec leurs conjoints respectifs et les 3 petits-enfants qui couraient partout. « Grand-mère, demanda Léa, la fille aînée de Lucas, âgée de 6 ans, raconte-nous encore l'histoire de grand-papa et grand-maman Marie. » Grand-mère Dubois sourit. Cette histoire était devenue légendaire dans la famille, transmise de génération en génération comme un conte de fées moderne. « Eh bien, ma chérie, il était une fois un papa très triste qui travaillait tout le temps et qui avait oublié comment être heureux. Et il y avait un petit garçon qui faisait des cauchemars, continua Léa qui connaissait l'histoire par cœur. C'était papa Lucas, ajouta sa petite sœur Camille. Exactement. Et puis un jour, une fée est arrivée dans leur maison. Grand-maman Marie, crièrent en chœur les petites filles. Alexandre et Marie échangèrent un regard amusé. Ils n'avaient jamais imaginé que leur histoire deviendrait un jour un conte pour enfants dans leur propre famille. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le papa est rentré à la maison et qu'il a trouvé la fée avec son petit garçon ? Demanda grand-mère Dubois,
en faisant semblant d'avoir oublié la suite. Il est tombé amoureux, et ils se sont mariés, et ils ont vécu heureux avec beaucoup d'enfants, récita Léa avec enthousiasme. Et maintenant, nous, on est là, conclut Camille, en sautant dans les bras de Marie. Marie serra sa petite fille contre elle, émue par cette version simplifiée mais juste de leur histoire. Effectivement, ils avaient vécu heureux et avaient eu beaucoup d'enfants. Enfants biologiques, enfants adoptifs du cœur, et maintenant petits-enfants qui perpétuaient la joie dans cette maison. « Grand-maman Marie », demanda soudain Thomas, le fils d'Émilie, âgé de 4 ans, « pourquoi tu pleures ?» Marie réalisa qu'effectivement, des larmes d'émotion coulaient sur ses joues. « Ce sont des larmes de bonheur, mon chéri. Parfois, quand on est très heureux, on pleure de joie. Et tu es heureuse, plus heureuse que je n'aurais jamais osé l'imaginer. » Alexandre s'approcha et entoura sa femme et son petit-fils de ses bras. « Nous sommes tous heureux, Thomas, grâce à grand-maman Marie qui a su nous apprendre à être une vraie famille. Et grâce à grand-papa qui a su changer pour devenir le meilleur papa du monde, ajouta Lucas en rejoignant l'étreinte familiale. Et grâce à papa Lucas qui était un petit garçon très courageux, renchérit Émilie. Et grâce à maman Émilie qui est la plus intelligente, continua Léa. Bientôt, toute la famille se retrouva dans une grande embrassade collective au milieu du jardin. Grand-mère Dubois, les conjoints de Lucas et Émilie, tous les petits-enfants, réunis dans un élan d'amour familial qui résumait parfaitement ce qu'Alexandre et Marie avaient construit ensemble. Quand l'étreinte se dénoua, Alexandre prit la parole avec solennité. « Je veux que vous vous souveniez tous de ce moment. Dans quelques années, quand vous serez adultes, dit-il en s'adressant aux petits-enfants, quand vous rencontrerez des difficultés dans vos propres vies, souvenez-vous que l'amour peut tout guérir, tout transformer, tout reconstruire. Votre grand-mère, Marie et moi, nous en sommes la preuve vivante. Et n'oubliez jamais, ajouta Marie, que les familles prennent toutes les formes. L'important n'est pas d'où on vient, mais où on va ensemble. L'important, c'est de s'aimer sans condition et de se soutenir dans toutes les épreuves. » Lucas approuva vigoureusement. « Mes filles, votre grand-papa et votre grand-maman Marie m'ont appris la plus belle leçon de ma vie. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être heureux. Il faut juste avoir le courage d'aimer et d'accepter d'être aimé. » Ce dimanche après-midi se termina comme tous les dimanches en famille, par un dîner joyeux où chacun racontait ses projets, ses rêves, ses petits bonheurs quotidiens. Les petits-enfants s'endormaient sur les genoux de leurs grands-parents, épuisés par une journée riche en émotions et en jeux. Le soir, après le départ de tout le monde, Alexandre et Marie se retrouvèrent seuls dans leur grande maison, redevenue silencieuse. Mais c'était un silence heureux, rempli des échos des rires et des conversations de la journée. « Tu sais, » dit Alexandre en regardant les photos de famille étalées sur la table basse, « quand je pense à cette nuit où je t'ai trouvé dans le lit de Lucas, j'ai encore du mal à croire tout ce qui en a découlé. Une seule nuit a changé 3 vies, réfléchit Marie. La tienne, la mienne et celle de Lucas. Et par ricochet, toutes les vies qui ont suivi. Émilie, nos gendres et belles-filles, nos petits-enfants. Tu crois au destin, Marie? Je crois aux rencontres qui ont du sens. Cette nuit-là, nous nous sommes vraiment rencontrés pour la première fois. Pas l'employeur et l'employé, mais l'homme et la femme que nous étions au fond de nous. » Alexandre hocha la tête. « Et nous avons eu le courage de transformer cette rencontre en histoire d'amour, cette crise en opportunité, cette famille brisée en famille recomposée. Le courage et l'amour. Beaucoup d'amour. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant cette soirée paisible qui clôturait une journée parfaite. Dans quelques années, ils seraient peut-être arrière-grands-parents. D'autres générations naîtraient, grandiront, perpétueront l'héritage d'amour qu'ils avaient construit ensemble. « Marie, » dit soudain Alexandre, « si c'était à refaire, tu recommencerais ?» « Tout. Je recommencerais tout exactement à l'identique, même les moments difficiles, même les doutes, même les épreuves. Parce que tout cela nous a menés ici, à ce bonheur parfait. Moi aussi, je ne changerai rien. Pas même cette nuit où j'ai eu si peur en te trouvant avec Lucas. Cette peur m'a ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment. » Alexandre prit la main de sa femme, cette main qui avait caressé les cheveux de son fils pour le consoler, qui avait tenu ses instruments de paléontologue pour réaliser ses rêves, qui avait porté leur alliance depuis plus de 20 ans. « Je t'aime, Marie Dubois, pour ce que tu as été, pour ce que tu es, pour ce que nous sommes devenus ensemble. Je t'aime aussi, Alexandre Dubois, pour l'homme que tu es devenu, pour le père merveilleux que tu es,
pour le compagnon de vie idéal que j'ai trouvé en toi. » Ils s'embrassèrent une dernière fois avant de monter se coucher, main dans la main, comme ils le faisaient depuis plus de 20 ans. Dans leur chambre, sur la table de nuit, trônait toujours la première photo qu'ils avaient prise ensemble en famille. Alexandre, Marie et Lucas, devant la tour Eiffel, quelques mois après leur mariage. Lucas avait 8 ans et souriait de toutes ses dents. Aujourd'hui, ce petit garçon était devenu un homme accompli et père de famille. Le temps avait passé, mais l'amour était resté intact. S'était même renforcé au fil des années. Avant de s'endormir, Marie pensa une dernière fois à cette nuit qui avait tout changé. Cette nuit où Alexandre était rentré à l'improviste et l'avait trouvé dans le lit de Lucas. Cette découverte qui aurait pu tourner au drame était devenue le point de départ de la plus belle histoire de leur vie. Elle sourit dans l'obscurité. Parfois, les plus beaux cadeaux arrivent déguisés en problèmes. Il suffit d'avoir le courage de regarder au-delà des apparences pour découvrir les trésors cachés. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette saga familiale émouvante, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos impressions en commentaire. Qu'avez-vous pensé du parcours d'Alexandre, Marie et Lucas? Avez-vous été touché par cette histoire de reconstruction familiale? Vos retours sont précieux et m'aident à continuer à créer des histoires qui vous touchent au cœur. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.